Bonsoir, merci de m'accueillir. J'ai la lourde tâche de conclure cette réunion. Et comme toujours dans ce genre de circonstances, ma grande angoisse, c'est d'être moins économiste que chef d'orchestre et de jouer la symphonie des adieux. Vous savez, cette symphonie où le chef d'orchestre commence avec beaucoup de monde et finit tout seul. Alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas finir tout seul en essayant de vous captiver ou de vous capturer pendant les 30 minutes qui viennent ou les 20-25 minutes qui viennent. Je suis ici, donc je m'appelle Jean-Marc Daniel, on m'a fait l'honneur de considérer que tout le monde savait qui j'étais. En fait, je suis ici parce que je suis professeur à l'École supérieure de commerce de Paris et Julien Marcillier, que vous avez vu brillamment tout à l'heure, est un de mes anciens élèves. Et donc, il a dépassé le maître, il vous a dit des choses importantes. Moi, je vais vous raconter des anecdotes. Et dans cette école qui a été créée par Jean-Baptiste Say, elle avait été créée justement pour apprendre le libre-échange. Sauf que Jean-Baptiste Say, qui est né il y a 250 ans, il était né un 5 janvier 1767, avait un frère qui s'appelait Louis Say. Et Louis Say avait épousé la fille du banquier de Delessert, et dans la dot, il y avait la fabrication de sucre à partir de betteraves. Et donc, quand le blocus continental a commencé, c'est-à-dire quand la politique de la France est devenue carrément protectionniste, il est allé voir l'empereur, Napoléon, et il lui a dit « j'ai une solution ». La solution, c'est de faire du sucre, non plus à partir des cannes à sucre que l'on importe depuis les Antilles et que coulent désormais les bateaux anglais, mais à partir de ces betteraves. Et donc, l'empereur a dit « pourquoi pas ?» Et puis en 1814, quand Louis XVIII est revenu, normalement le commerce avec les Antilles devait reprendre, il devait y avoir de la concurrence. Et Louis Say est allé voir Louis XVIII et il lui a dit « vous n'allez pas couler une entreprise de la dimension qu'a atteint mon entreprise. Vous vous rendez compte tous les emplois qu'il y a dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Vous allez maintenir une politique protectionniste. » Et Louis XVIII a répondu « mais bien sûr ». Et donc, Louis Say a gardé son entreprise. Vous le savez d'ailleurs, puisque un descendant de Louis Say a épousé Béatrice Béguin. Et l'entreprise est toujours là et fournit un morceau de sucre sur 4 qui est consommé à la surface de la planète. Quant à Jean-Baptiste Say, il a créé une entreprise qui l'a coulée en très peu de temps. Et donc, l'histoire milite pourtant pour le chef d'entreprise protectionniste abrité, proche des puissants, que pour le théoricien du libre-échange. Et donc, dans la question qui est posée, est-ce que c'est une menace permanente ou est-ce que c'est juste un coup de chaleur du président des États-Unis? Je répondrai danger. D'abord parce que le président des États-Unis, il a été élu dans un contexte où les gens sont persuadés que si les emplois disparaissent, c'est la faute d'une concurrence et tout le monde est pour la concurrence. Si vous participez à toutes les assemblées, quel que soit votre statut, de chefs d'entreprise, d'économistes, tout le monde est pour la concurrence, à ceci près que les gens sont en général pour de la concurrence loyale. Et dans leur esprit, la concurrence loyale, c'est du protectionnisme. La concurrence est par nature déloyale. Et d'ailleurs, tout le monde en est convaincu, notamment sur le plan international, nos concurrents sont déloyaux. Les Anglais sont fourbes, on le sait depuis l'éternité. Les Allemands sont déloyaux, ils travaillent. C'est déloyaux à l'égard des Français. Quant aux Chinois, à la fin du XIXe siècle, un écrivain qui s'appelait Paul Bourget, qui est un écrivain qu'on ne lit plus parce qu'il était réactionnaire, donc l'écrivain du XIXe siècle que l'on lit sur cette époque dans les lycées, maintenant, c'est Zola. Mais à la fin du XIXe siècle, Zola passait pour un écrivain mineur, et l'écrivain de référence, c'était Paul Bourget. Et de retour des États-Unis, il avait écrit une formule disant « l'ouvrier à 5 sous vaincra l'ouvrier à 5 francs » et appelant à prendre des mesures protectionnistes. L'ouvrier à 5 sous, c'était déjà l'ouvrier chinois. L'ouvrier à 5 francs, c'était l'ouvrier français. C'était l'ouvrier français potentiel, car les 5 francs, c'était la revendication des syndicats qui étaient en train de naître, qui n'étaient pas encore constitués, qui se sont constitués sur une revendication claire, la journée à 5 francs. De cette époque, il ne reste plus Paul Bourget, que plus personne ne lit. Remarquez, il n'y a pas que lui. Il ne reste plus que les 5 francs, puisque une pièce de 5 francs, ça s'appelle en français une thune. Et donc, la revendication des syndicats, c'est qu'ils voulaient des thunes. Ils continuent à réclamer des thunes sans savoir exactement ce qu'ils réclament. Mais ce qu'ils réclament fondamentalement, c'est toujours la même conviction, c'est d'être protégé contre l'ouvrier à 5 sous. En France, en 1975, il y avait 6 millions
de travailleurs dans l'industrie, 6 millions d'ouvriers dans l'industrie. L'année dernière, en 2016, nous avons les statistiques qui sont en train de tomber. Pour la première fois, nous sommes descendus en dessous de 3 millions. L'industrie a supprimé un emploi sur 2. Et l'ouvrier à 5 francs, l'ouvrier français, est persuadé que c'est l'ouvrier à 5 sous qui l'a tué. Or, ce qui l'a tué, c'est la machine. Oh, certains de nos hommes politiques en ont pris conscience, puisqu'il y en a même qui ont inventé une idée, c'est qu'on va mettre des impôts sur les robots. Comme si c'était les robots qui les payaient. Et on rejoint là le problème du protectionnisme. C'est-à-dire que dans le protectionnisme, on nous l'avait fait le coup sur le chinois, qui encore une fois est pervers, qui travaille, qui mange peu, qui est austère et tout ça, qui ne touche que 5 sous. On allait punir le chinois en plus de polluer, et on allait mettre une taxe carbone sur les produits chinois pour le punir. Sauf que la taxe carbone, c'est pas l'ouvrier chinois qui la paie, c'est le consommateur français qui l'aurait payé. Le droit de douane, c'est le consommateur qui le paie. Et donc, l'ouvrier à 5 francs, si on essaie de le protéger contre l'ouvrier à 5 sous, c'est lui qui le paiera. Si on essaie de le protéger contre la machine, c'est lui qui paiera la taxe sur les robots. C'est toujours le consommateur, in fine, qui paie. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous sommes dans une société qui a oublié son pouvoir d'achat pour être fasciné par ses emplois. Vous regarderez d'ailleurs autour de vous, nos hommes politiques n'arrêtent pas de dire « ma priorité, c'est l'emploi ». Remarquez, s'ils disaient « ma priorité, c'est le chômage », au moins ils tiendraient cette promesse, vu le résultat de leur politique économique. Mais ils se font toujours élire avec « ma priorité, c'est l'emploi ». La priorité d'une politique économique, ce n'est pas l'emploi, c'est le bien-être, c'est le pouvoir d'achat, c'est la croissance. Ce n'est pas l'emploi. Si c'était l'emploi, les démocraties populaires des années 60 auraient été un modèle universellement partagé. Tout le monde rêverait d'y revenir. Or, personne n'a envie de vivre en Tchécoslovaquie en 1968. Et donc, la priorité, ce n'est pas l'emploi, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Simplement, nous sommes dans une incapacité à faire percevoir à la population que l'exigence de pouvoir d'achat passe par le progrès technique, qui passe par des mutations technologiques, qui passe par des mutations d'emploi, parce qu'Alfred Sauvy appelait le grand déversement. Et comme elle a peur de ce grand déversement, la population est persuadée qu'elle est victime dans ce grand déversement de la concurrence étrangère. Moyennant quoi, elle vote pour des gens qui lui promettent de préserver son emploi, quel qu'en soit le prix. Si vous regardez l'État où Donald Trump a fait un des meilleurs scores, ce n'est pas l'État où il a fait le meilleur score, mais il a fait un excellent score dans l'Indiana. Et toute la presse américaine s'est demandé pourquoi dans l'Indiana. Il y a le plein emploi. Les inégalités ne sont pas particulièrement marquées dans l'Indiana. C'est un des États où il y a le plus de croissance économique. Et c'est un des États qui devrait être le plus satisfait de son sort. Et l'Indiana a peur de perdre ses emplois. Or, encore une fois, ces emplois, il ne les perd pas du fait du protectionnisme. Dernière remarque sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est que si vous regardez les promesses faites par les différents hommes d'affaires de relocaliser leurs entreprises, les gens de l'automobile sont persuadés qu'on va relocaliser des entreprises à Flint et à Détroit. Mais Chrysler a déjà annoncé que s'ils se relocaliseraient, Chrysler, c'est-à-dire c'est nous, c'est des Européens, c'est Fiat, ils se relocaliseraient en Caroline du Sud. Et donc, en Caroline du Sud, ça ne créera pas d'emploi dans le Michigan, ça ne créera pas d'emploi dans l'Illinois. Pourquoi en Caroline du Sud? Parce qu'en Caroline du Sud, le coût de la main-d'œuvre est moins élevé que dans le Michigan. La réponse de Fiat, c'est non. Vous savez, dans une usine automobile, maintenant, il n'y a pratiquement plus de main-d'œuvre. Il y a des robots. Non. Pourquoi est-ce qu'ils vont en Caroline du Sud? Parce que justement, en Caroline du Sud, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt foncier. Et donc, le véritable enjeu du protectionnisme, c'est que nos hommes politiques, en face d'eux, une population qui a un certain désarroi, les gens de l'Indiana, une angoisse fondamentale. Face à ce désarroi qui réclame une forme de protection, une forme de lisibilité de la vie qui se prépare, une forme d'assurance sur ce que sera leur destin, les hommes politiques ne peuvent pas leur répondre grand-chose. Alors ils les posent en victimes, vous êtes victime d'une concurrence déloyale, et ils affirment détenir des pouvoirs secrets et mystérieux face à cette concurrence déloyale. Ils ont tout essayé par ailleurs. Encore une fois, le protectionnisme est en train de refaire sa surface parce que les autres outils pour assurer la population marchent moins bien.
Dépenser l'argent que l'on n'a pas, ça commence à atteindre ses limites. Quand vous regardez dans les indicateurs d'opinion, les gens sont de plus en plus inquiets de l'évolution de la dette publique. Faire confiance au banquier central, ça atteint ses limites. Évidemment, l'atout du banquier central, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'il fait. D'ailleurs, il l'a théorisé, puisque M. Greenspan, quand il était à la tête de la Réserve fédérale, avait dit « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ». Et donc, on a confié notre destin à l'avenir, au travers d'une accumulation de dettes, à des gourous, qui sont d'ailleurs plus ou moins des psychopathes. Souvenez-vous de ce que racontaient M. Chirac et M. Sarkozy sur Jean-Claude Trichet. Donc, on ne comprend rien à ce qu'ils font. On leur confie les clés du camion. On leur demande d'être incompréhensibles. On a une seule certitude, c'est que ce sont des malades mentaux. C'est pas très rassurant pour la population. Et donc, il reste quoi? C'est que vous êtes des victimes. Et ces victimes, face à l'agression extérieure, on va vous protéger. Avec un secret espoir, c'est que fondamentalement, dans tout l'arsenal économique et de la pensée économique, c'est que les droits de douane que l'on va réinstaller, les taux de change que l'on va massacrer, tout ce mécanisme-là va relancer l'inflation, avec les deux avantages historiques de l'inflation que l'on suppose fonctionner à plein. Premièrement, effacer les dettes, et deuxièmement, par ce que les économistes appellent un arbitrage de Phillips, en abaissant les salaires réels, permettre une relance des créations d'emplois. Or, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, et donc, est-ce qu'on peut espérer qu'on va échapper au protectionnisme? Je pense que, de toute façon, on ne peut plus avoir le protectionnisme de l'époque de Paul Bourget ou de l'époque du blocus continental. On ne peut plus mettre des droits de douane, parce que les droits de douane, ça se met sur des prix fixes. Or, les prix bougent tout le temps, parce que le taux de change fait bouger tout le temps le prix des objets. On ne peut pas mettre des droits de douane parce qu'on ne sait plus ce qu'est une entreprise américaine. Je parlais de Chrysler, mais Chrysler, est-ce que c'est Fiat? Est-ce que Fiat, c'est Chrysler? Est-ce que Chrysler, c'est une entreprise italienne ou est-ce que c'est une entreprise américaine? Quelle est la nationalité d'un produit? Le pays dominant avant les États-Unis, c'était le Royaume-Uni. À la fin du XIXe siècle, le Royaume-Uni s'est trouvé dans la même situation que les États-Unis, la contestation de son pouvoir. Et face à cette angoisse, vous avez deux façons de réagir. La première façon de réagir, c'est de projeter votre modèle vers l'extérieur. Et à la fin du XIXe siècle, les Anglais étaient assez contents d'eux. Ils avaient réussi à projeter leur modèle monétaire, puisque le Japon a adopté l'étalon or en 1897, et la planète entière fonctionnait en étalon or. Et puis, leur deuxième modèle, c'était le libre-échange. Et ils ne pouvaient pas le projeter parce qu'à l'intérieur même du territoire anglais, il y avait le maire de Buckingham, pas de Buckingham, de Birmingham. Le maire de Buckingham, il était totalement insignifiant, c'était la reine Victoria. Mais il y avait le maire de Birmingham qui s'appelait Chamberlain et qui voulait absolument des droits de douane. Et on lui a dit, mais non, vous devez faire appel au patriotisme économique. Vous devez faire appel à la capacité qu'a la population de préserver les emplois nationaux. Et donc, sur les produits qui arrivent d'Allemagne, on va mettre une étiquette. On ne mettra pas un droit de douane, on va mettre une étiquette. Et sur cette étiquette, on dira « Made in Germany ». Comme ça, les Anglais sauront que les produits venant d'Allemagne, il ne faut pas les acheter, il vaut mieux acheter les autres produits qui, eux, arrivent de nos belles et productives usines nationales. L'anglais étant fourbe, je l'ai déjà dit, et qui plus est taquin, l'anglais s'est précipité vers les produits made in Germany parce qu'il avait la certitude d'avoir enfin des produits de qualité. Et donc, la mesure s'est retournée contre ceux qui voulaient la mettre en place. Donc le protectionnisme, il se retournera contre ceux qui veulent le mettre en place. Le protectionnisme ne peut pas fonctionner parce que les gens en auront assez vite assez de payer plus cher les produits chinois, d'avoir des produits de moins bonne qualité, de subir de l'inflation et de constater que finalement, ils paient plus cher sans avoir davantage d'emplois. Alors, je crois qu'il y a trois réponses à la crise que nous traversons, si tant est qu'il y ait une crise. La première, c'est que je pense qu'effectivement, et c'est ce qu'avait dit Donald Tusk au moment de l'affaire de Namur. Je vais commencer par une parabole musicale. Je vais citer d'autres paroles musicales. Le régiment de Sambre-et-Meuse marche toujours au cri de liberté. La dernière fois que quelqu'un a dit ça, c'était le président du Parlement wallon à Namur. Parce que je vous rappelle que la préfecture du régiment de Sambre-et-Meuse, c'est Namur.
Et donc, Donald Tusk, le président du Conseil européen, lui dit nous n'avons pas la même notion de la liberté. Si vous pensez que vous marchez au nom de la liberté en fermant vos frontières et en refusant l'accord de libre-échange avec le Canada, nous n'avons pas la même notion de la liberté. Je pense qu'il y a d'abord un premier effort d'expliquer aux gens, effectivement, ce que c'est que le libre-échange et de leur expliquer que, encore une fois, les droits de douane, la taxe carbone, la punition des Chinois qui polluent, la punition des Allemands qui travaillent trop, la punition des gens qui ne fournissent pas la réalité de leurs produits et qui exploitent des enfants dans des conditions dignes du pire 19e siècle, ce n'est pas ces gens-là qui la paient, même si c'est eux que l'on veut punir, c'est le consommateur. De leur expliquer véritablement quels sont les enjeux. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut se méfier des formes indirectes de protectionnisme et il faut commencer à négocier pour que ces formes de protectionnisme ne prennent pas le relais des droits de douane à l'ancienne. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la justice américaine a décidé de dézinguer, à gauche, à droite, des banques européennes, des entreprises européennes, en disant, vous savez, il y a un de vos dirigeants en 1966 qui est venu passer un mois en summer session dans une université du Colorado. Donc à partir de maintenant, les lois américaines s'appliquent à vous. Donc vous nous devez 18 milliards de dollars. C'est surprenant. C'est un état de droit. C'est un abus de droit. C'est du protectionnisme. Et donc il faut négocier les règles de cette organisation. Ça s'appelait d'ailleurs le TAFTA, puisque dans le TAFTA, il y avait la possibilité, effectivement, d'avoir recours à des tribunaux arbitraux pour échapper à des décisions qui auraient été des décisions arbitraires de structures publiques dans certains États signataires du TAFTA. Donc je crois qu'il faut aborder les négociations commerciales sur une base nouvelle, en sachant que le protectionnisme peut s'affirmer un peu partout, et que ce protectionnisme peut prendre des formes totalement différentes. Et donc, si on arrive à détruire le trumpisme dans sa forme de droit de douane, on risque d'être rattrapé par le protectionnisme américain traditionnel sous des formes diverses et notamment juridiques. Et puis la troisième façon de résister au protectionnisme, je pense qu'elle nous est donnée par M. Sigmar Gabriel. M. Sigmar Gabriel, il a fait deux déclarations. Sigmar Gabriel, c'est le vice-chancelier, président du Parti social-démocrate allemand. Et il a fait deux déclarations importantes depuis le début de l'année. La première, il a dit, écoutez, la dissolution de l'Union européenne n'est pas impensable. Et donc, il faut se méfier. Ce qu'on considérait comme un acquis, c'est-à-dire on se disait que les Allemands allaient cogner jusqu'à plus soif sur les Grecs pour les obliger à sortir de la zone euro, en espérant qu'ils puissent, pour eux, dire « mais c'est pas nous, c'est les Grecs qui sont à l'origine ». Maintenant, c'est fini. Ils assument l'idée que l'on puisse dissoudre l'Union européenne. Mais ils ont dit une deuxième chose, M. Sigmar Gabriel, il a dit une deuxième chose, il a dit « écoutez, si M. Trump ferme son marché à tout le monde, il représente 10% de nos débouchés. Donc il reste 90% de nos auto-débouchés. Et puis, s'il ferme son marché aux Mexicains, il faudra bien que les Mexicains achètent quelque part. Et donc, si on ne vend pas de voitures aux Américains, on vendra des voitures aux Mexicains. Et il a rappelé qu'une des voitures les plus populaires au Mexique, pendant très longtemps, avait été une copie de la Volkswagen, de la Coccinelle. Pour ceux qui connaissent un peu le Mexique, effectivement, c'était la voiture de référence. Il dit, bon, s'il ne veut plus y aller, s'il ne veut plus parler à ces gens-là, s'il veut les cerner d'un mur, nous, on trouvera une porte dans le mur. Et on ira vendre. Et donc, face au protectionnisme, il faut avoir une action militante, une action face aux États-Unis et aux États protectionnistes. Quand Mme Theresa May sort de l'Union européenne, elle ne dit pas « je me replie sur moi-même ». Elle dit « je crée a global Britain ». J'agis pour une Angleterre qui soit une Angleterre mondialisée. Finalement, je vais essayer de rebondir sur un événement que je n'avais pas voulu pour essayer de construire une situation qui sera une situation de davantage de libre-échange. Pour tenir ce discours, il faut être nombreux à le tenir, il faut être fort. Il faut l'expliquer à nos opinions publiques, mais il faut aussi que les États libre-échangistes s'associent en permanence pour faire pression sur les États protectionnistes. La Chine mène ce combat. On a été surpris des déclarations à Davos du président chinois. Alors, on peut lire les déclarations à Davos du président chinois de deux façons. La première façon, il est redevenu marxiste, puisque je rappelle à tous les spécialistes de la pensée marxiste, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, et donc à tous ceux qui ce soir vont relire Marx,
Moi, je fais partie de ceux qui le lisent plutôt parce que j'ai pas tout lu. Mais je vous rappelle que dans le discours sur le libre-échange, Karl Marx affichait qu'il était fondamentalement libre-échangiste. Donc le président chinois a relu ou a lu le discours sur le libre-échange. Je pense surtout qu'il est intelligent, ce qui est plutôt incompatible avec la première hypothèse. Et donc, je pense qu'étant intelligent, eh bien, il a compris que l'avenir de l'économie mondiale ne pouvait pas reposer sur une fermeture. Et donc, la Chine exerçait la présidence du G20 l'année dernière, et la Chine a milité, insisté, pour que le FMI et la Banque mondiale continuent à tenir en permanence un état des lieux sur les mesures protectionnistes qui sont prises et dépassent le simple forme de protectionnisme qu'est la mise en place de droits de douane. Et donc le combat pour le libre-échange est un combat de la même nature que celui que livrait Jean-Baptiste Say contre son frère, contre Napoléon, contre Louis XVIII, de la même nature que celui que livraient les Anglais contre Chamberlain. C'est un combat renouvelé et permanent. Mais ce combat, il ne faut pas considérer qu'il est perdu d'avance. Certes, à la fin du XIXe siècle, il était plus facile à mener parce qu'on avait dans son camp la puissance dominante. Maintenant, nous avons contre nous la puissance dominante. Mais à la question, est-ce que c'est permanent? Je pense que non. Encore une fois, M. Trump ne pourra pas aller durablement contre son électorat. Ce qu'attend l'Indiana, ce n'est pas de voir baisser son pouvoir d'achat à coup de droits de douane sur des produits dont il n'imaginait pas qu'ils venaient de l'étranger. Et donc, quand George W. Bush a mis en place des mesures protectionnistes sur l'acier dans les années 2000, il a failli tuer l'industrie automobile américaine. Ça, il s'en est aperçu assez vite. Son conseiller économique, Nicolas Gregory-Mankiw, lui avait dit « Ne faites pas ça ». Et il lui avait dit « Pourquoi ? Parce que vous avez peur de payer vos produits plus chers ». Et Nicolas Gregory-Mankiw lui avait dit « Non, non, si vous mettez des droits de douane sur les produits chinois, et singulièrement sur l'acier chinois, moi, ça ne me concerne pas. En rentrant chez moi le soir, je bois du Chablis. Mes costumes, c'est des Hugo Boss. Ma voiture, c'est une BMW. Et donc, mon seul enjeu à moi, c'est le taux de change dollar-euro. En revanche, ma secrétaire, je peux vous dire qu'elle, elle va chez Walmart, et son enjeu à elle, c'est le taux de change entre le yuan et le dollar et la façon dont vous traitez le commerce venu de Chine. Et donc, je pense que M. Trump ne pourra pas tenir longuement la distance. Mais il ne faut pas baisser la garde. Je pense qu'il faut que nous maintenions en permanence, sous quelque forme que ce soit, le pouvoir pour le libre-échange. Et je conclurai là-dessus. Le pouvoir, puisque nous ne sommes plus la puissance dominante, les libre-échangistes peuvent néanmoins constituer une puissance d'influence. Je pense qu'un des derniers enjeux, une des dernières puissances, une des dernières capacités que nous avons à influer sur les États-Unis, c'est de les menacer dans ce privilège extraordinaire qu'ils conservent, qui est celui du dollar. C'est-à-dire que la force des États-Unis, de même que la force de l'Angleterre du XIXe siècle qui gérait les talons au travers de la livre sterling, la force des États-Unis, c'est de gérer les talons dollars au travers du dollar, ce qui est encore plus simple, encore plus violent, encore plus scandaleux. La seule façon de les ramener à la raison, c'est de leur rappeler que la concurrence est un bon outil, y compris quand la concurrence est monétaire. Il faut donc faire émerger un rival au dollar, il faut maintenir le cap et faire en sorte que, un jour, les Américains se disent « si on n'accepte pas les règles du commerce international, si on n'accepte pas la concurrence, si on n'accepte pas de réduire nos déficits intérieurs et extérieurs, à ce moment-là, le commerce international se fera dans une autre monnaie que la nôtre, parce qu'il y a une autre monnaie que la nôtre. » Et je pense, pour conclure, qu'il faut maintenir à la fois le combat libre-échangiste et ne pas faiblir dans la construction de l'euro. La première chose que devrait faire notre prochain gouvernement, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'euro a été menacé par des crises de dette publique. La réponse, c'est parce qu'il y avait des dettes publiques. S'il n'y avait pas eu de dette publique, il n'y aurait pas eu de crise de la dette publique. Pour conclure là-dessus, si on doit s'intéresser aux finances publiques, à mon avis, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts sous forme de hausse des droits de douane, mais il s'agit de baisser les dépenses sous forme d'introduction de la concurrence et de rationalisation du fonctionnement de l'État. Parlant devant des gens qui ne sont pas tous fonctionnaires, j'ai votre adhésion. En ce qui concerne les fonctionnaires qui sont dans la salle, je pense que le bon temps, j'espère que le bon temps
est fini. À ce propos d'ailleurs, je vais donc vous remercier de m'avoir écouté. Je vais livrer certains d'entre vous à la RATP. Et j'ai un indicateur de la RATP que j'adore, qui est pour moi un indicateur de service public, c'est que je compte dans la semaine combien de fois elle me remercie de ma compréhension. Je vois qu'il y a des abonnés à la RATP. Et donc, dès que vous descendez dans le métro, pof, on s'arrête. Nous vous remercions de votre compréhension. Alors, je vais vous livrer à la RATP pour vous préparer à titre personnel. Je vous remercie de votre compréhension.